L'homme tremblait nu, tandis que le fer rouge marquait sa peau. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'il sentait le symbole impérial gravé là où il ne pourrait jamais être montré. Ce n'était que le début. L'homme à genoux devant le noble carolingien avait un nom. Aldric, ancien chef saxon qui avait osé contester le nouvel impôt imposé à son village. La salle n'était éclairée que par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre froide. L'air sentait la cire de bougies, la sueur et la peur. Les nobles carolingiens, réunis en demi-cercle, observaient avec des expressions impénétrables, tandis que le rituel se poursuivait. Le silence n'était rompu que par le crépitement du feu et les gémissements étouffés d'Aldric. Le marquis Lothaire, représentant direct de l'empereur dans les terres saxonnes récemment conquises, ne portait pas son armure de bataille, mais des vêtements de cérémonie ornés de symboles mêlant des éléments chrétiens à d'autres, plus anciens, d'origine païenne que l'Église préférait ignorer. Dans sa main, le fer en braise n'était pas un instrument de guerre, mais un outil de domination bien plus insidieux. La pointe incandescente formait le monogramme impérial, les mêmes initiales qui décoraient les pièces de monnaie et les documents officiels, maintenant transformés en instruments d'humiliation intime. « C'est le rituel de la marque cachée », annonça le clerc qui assistait à la cérémonie, sa voix monotone résonnant sur les murs de pierre, par lequel le corps du rebelle est consacré au service perpétuel de l'Empire, non par la mort, qui serait trop miséricordieuse, mais par la soumission totale. Ces mots n'étaient pas adressés à Aldric, qui comprenait à peine le latin formel utilisé, mais aux nobles inférieurs et aux fonctionnaires présents, une leçon vivante sur les conséquences de la désobéissance. La marque fut appliquée non sur son visage ou ses mains, où elle pourrait être vue et peut-être susciter la sympathie, mais à des endroits qui resteraient cachés sous les vêtements. L'intérieur des cuisses, les fesses, le bas du dos, des endroits où la douleur serait intense et la cicatrisation lente, mais que personne d'autre que sa femme ne verrait jamais. C'était le raffinement de la cruauté carolingienne. Les marques servaient de rappel constant, privé et inéluctable de la soumission. À chaque mouvement, en s'asseyant pour les repas en famille, en se couchant pour dormir, Aldric sentirait l'empire gravé dans sa chair. Lorsque le rituel de marquage fut achevé, Aldric resta à genoux, tremblant. Mais le marquis Lothaire sourit à peine, un geste qui glaça le sang des personnes présentes. « Maintenant, commence le véritable rituel, dit-il, tandis que des serviteurs apportaient au centre de la salle un objet couvert d'un tissu de velours noir. Le tissu fut retiré, révélant une structure qui ressemblait à un petit trône de bois, mais dont l'assise était formée par des dizaines de petites tiges métalliques élevées, pas assez acérées pour percer la peau, mais positionnées de manière à causer un inconfort extrême. C'était ce que les registres secrets carolingiens appelaient le trône de la réminiscence, Tronus reminiscentia, conçu pour infliger une douleur continue sans causer de saignement ni de dommages permanents. « Lève-toi, Saxon, ordonna Lothaire, ta place d'honneur t'attend. » Deux gardes soulevèrent Aldric par les bras et le conduisirent jusqu'au trône. « Assieds-toi et récite le serment de loyauté qui t'a été enseigné. » Aldric fut forcé de s'asseoir sur les tiges métalliques, le poids de son corps pressant les points déjà sensibles par les brûleurs récentes contre le métal froid.
Son visage se tordit dans une agonie silencieuse, tandis qu'il commençait à réciter les mots en latin qu'il avait été contraint de mémoriser les semaines précédentes. « Moi, qui ne suis rien devant la gloire de l'Empire carolingien, j'offre mon corps, mon âme et ma dignité au service perpétuel de notre Seigneur empereur. » La récitation dura près d'1 heure. Chaque fois qu'Aldric hésitait ou se trompait de mots, un garde frappait un petit marteau sur une cloche d'argent, et il était obligé de recommencer depuis le début. Le serment, soigneusement élaboré par des théologiens et des juristes impériaux, contenait non seulement des promesses de loyauté, mais des confessions humiliantes de l'infériorité raciale, culturelle et morale des Saxons face aux Francs. Il incluait également des clauses qui engageaient non seulement Aldric, mais toute sa lignée à des services spécifiques à l'Empire pour des générations. Pendant ce temps, dans la salle principale du château, un autre rituel encore plus perturbant se déroulait dans les chambres souterraines. Hilda, l'épouse d'Aldric, avait été secrètement amenée au château quelques jours auparavant. Elle ignorait que son mari était soumis au rituel à l'étage supérieur. Dans la chambre éclairée par des bougies bleues, couleur choisie spécifiquement pour son effet psychologique déstabilisant, Hilda faisait face au rituel de l'inversion de vertu. Une femme noble carolingienne d'âge mûr, connue uniquement sous le nom de Dame Ravenna, supervisait la procédure. Son visage était un masque de sérénité étudiée qui contrastait avec la cruauté de ses actions. « Vous êtes connue dans votre village comme une femme de vertu », dit-elle d'un ton de conversation, tandis qu'elle tournait autour d'Hilda, assise sur une simple chaise de bois. Une guérisseuse respectée, une conseillère recherchée par beaucoup. Cette reconnaissance vous donne de l'influence, et l'influence peut être problématique pour l'Empire. Hilda resta silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Ce n'était pas la première femme de son village à disparaître temporairement, pour ne revenir que quelques jours plus tard. Changée, silencieuse, incapable de regarder ses voisins dans les yeux. « La procédure est simple, » continua Dame Ravenna. « Vous choisirez 3 vertus par lesquelles vous êtes connue. Honnêteté, chasteté, sagesse, peu importe. Et pour chacune, vous confesserez publiquement l'opposé. Ne vous inquiétez pas de la crédibilité, nos scribes sont talentueux pour créer des détails convaincants. » Quand Hilda commença à protester, Dame Ravenna leva la main, la faisant taire d'un geste. « Refuser n'est pas une option. Si vous préférez, nous pouvons créer une confession beaucoup plus élaborée, impliquant vos enfants peut-être. » La menace était claire. Hilda ferma les yeux un instant, puis hocha lentement la tête. Ainsi commença le processus de destruction systématique de sa réputation, une mort sociale méticuleusement orchestrée. Dans les jours suivants, elle serait obligée de pratiquer sa confession à plusieurs reprises, sous la supervision d'experts en rhétorique qui s'assuraient que chaque mot, chaque geste et expression faciale transmettent le maximum de honte et de culpabilité authentique. Au terme de cette période, elle serait renvoyée dans son village le même jour que son mari, où elle réciterait sa confession sur la place centrale, devant tous ceux qui la connaissaient et la respectaient. Le « miroir de la honte », un document détaillant ses prétendues transgressions, était déjà en préparation pour être distribué dans les villages voisins. En quelques semaines, son nom serait synonyme de déshonneur dans toute la région. Pendant ce temps, dans les profondeurs des forêts saxonnes, un autre aspect du système de contrôle carolingien était en cours.
Gisbert, un vieux druide qui avait survécu aux campagnes de conversion forcée en se cachant dans les forêts les plus denses, fut finalement capturé par des chasseurs de primes au service de l'Empire. Sa capture ne fut pas annoncée publiquement. Préservé officiellement, il n'existait plus de pratiquants des anciennes religions dans les terres conquises. Gisbert fut conduit non pas à un château, mais à une ancienne carrière abandonnée qui avait été convertie en l'un des nombreux centres de réorientation spirituelle disséminés sur le territoire impérial. Là, il serait soumis au baptême du corps éveillé, un rituel spécifiquement développé pour briser la résistance des derniers représentants des traditions païennes. L'ancien fut conduit par un couloir creusé dans la roche, ses mains liées devant le corps avec des cordes bénies par des évêques, censés neutraliser tout pouvoir magique. La chambre principale de la carrière avait été transformée en une parodie grotesque de chapelle chrétienne, avec des symboles religieux déformés et volontairement inversés, non pas en hommage au diable, comme l'accuseraient des hérésies ultérieures, mais pour créer un environnement de profonde désorientation psychologique. Au centre de l'espace se trouvait un bassin circulaire creusé dans la roche elle-même, rempli d'un liquide dont on pouvait percevoir, même dans la pénombre, qu'il n'était pas de l'eau ordinaire. Son odeur âcre et pénétrante faisait piquer les yeux et les narines. C'était un mélange soigneusement préparé de vinaigre fort, d'herbes urticantes, de gros sel et d'autres ingrédients tenus secrets, conçus pour causer une douleur intense au contact de la peau sans laisser de dommages permanents visibles. « Le vieux monde meurt aujourd'hui en vous », dit le prêtre qui supervisait le rituel, son visage partiellement caché par une capuche. Et vous renaîtrez comme un véritable enfant de l'Église et sujet de l'Empire. Sa voix ne contenait ni haine ni colère, seulement la certitude bureaucratique de celui qui exécute une tâche routinière. Gisbert fut dépouillé de ses vêtements traditionnels qui seraient brûlés devant ses yeux et forcé d'entrer dans le bassin. La douleur fut instantanée et accablante, comme des milliers d'aiguilles perçant chaque centimètre de sa peau simultanément. Le liquide était formulé pour pénétrer spécialement les muqueuses et les plaies ouvertes, amplifiant la sensation de brûlure. Contrairement au baptême chrétien conventionnel, ce rituel perverti n'était pas rapide. Gisbert serait maintenu immergé pendant des heures, tandis qu'on lui réciterait des textes sacrés chrétiens entrecoupés de dénonciations des anciennes croyances. Périodiquement, on lui permettrait de lever brièvement la tête pour respirer, mais jamais assez pour reprendre pleinement son souffle. Cette alternance soigneusement calibrée entre asphyxie partielle et douleur intense était conçue pour induire un état de conscience altéré que les Carolingiens croyaient rendre l'esprit plus susceptible à l'endoctrinement. À la fin du rituel, qui durerait jusqu'à l'aube, Gisbert ne serait pas seulement physiquement vaincu, mais spirituellement brisé. Ceux qui survivaient au baptême du corps éveillé perdaient souvent toute connexion avec leurs souvenirs et connaissances antérieures, un effet que les documents carolingiens décrivaient cliniquement comme une purification de l'âme, mais qui en réalité était le résultat d'un grave traumatisme neurologique causé par la combinaison de douleurs extrêmes, de privation d'oxygène et d'épuisement. Dans les années suivantes, Gisbert serait exhibé dans les villages comme un exemple du pouvoir de la conversion chrétienne, un ancien druide qui prêchait désormais avec ferveur contre les mêmes traditions qu'il avait autrefois défendues. Peu de gens réaliseraient que l'homme au regard vide et au discours mécanique n'était qu'une coquille du sage qu'il avait été.
Et ainsi, à travers ces rituels et d'innombrables autres tout aussi perturbants, l'Empire carolingien établissait sa domination non seulement sur les territoires physiques, mais sur les esprits et les âmes de ses sujets. Le génie particulier de ce système de contrôle résidait dans son invisibilité. Contrairement aux exécutions publiques et aux tortures spectaculaires des époques ultérieures, les traditions intimes perturbantes des Carolingiens ne laissaient pas de preuves évidentes, seulement des cicatrices psychologiques qui se transmettraient de génération en génération, modelant des sociétés entières selon des schémas de soumission qui perdureraient bien au-delà de la chute de l'Empire lui-même. La pierre angulaire du système de contrôle carolingien était sa capacité à maintenir la population dans un état constant de vigilance interne, une paranoïa cultivée qui transformait chaque individu en son propre geôlier. Ce phénomène était particulièrement évident dans le village de Wolfenstein, aux confins orientaux de l'Empire, où l'impact des rituels de subjugation avait atteint son apogée d'efficacité. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Aldric et Hilda étaient revenus dans la communauté, transformés par les expériences auxquelles ils avaient été soumis au château impérial. L'effet de leur transformation s'était propagé comme une maladie silencieuse parmi les habitants. Aux premières lueurs du matin, alors que la rosée couvrait encore les champs de seigle, un groupe de villageois se réunit dans la grange communale. L'atmosphère était tendue, chargée de soupçons et d'une peur mal dissimulée. Au centre du cercle formé par les présents se trouvait Klaus, un forgeron d'âge mûr, connu pour son habileté avec les métaux et, jusqu'à récemment, pour sa propension à remettre en question les tributs de plus en plus lourds exigés par les collecteurs impériaux. « Nous avons trouvé ceci caché parmi vos outils, déclara Werner, l'ancien du village, sa main tremblante levant une petite amulette sculptée dans l'os, un symbole de l'ancien culte païen qui avait prédominé dans la région avant la christianisation forcée. L'objet lui-même était inoffensif. Probablement un artefact familial préservé pendant des générations, mais sa simple possession était devenue une preuve suffisante pour des accusations d'hérésie et de trahison envers l'Empire. Le visage de Klaus pâlit. Il n'était pas nécessaire d'expliquer les conséquences. Tous avaient été témoins de la confession publique d'Hilda et avaient vu la transformation d'Aldric, autrefois un leader respecté, maintenant un homme au regard vide qui se recroquevillait à la simple mention des représentants impériaux. « Ce n'est pas à moi, protesta Klaus, mais sa voix manquait de conviction. Peu importait vraiment à qui appartenait l'amulette, le système carolingien avait inculqué à la communauté la compréhension que les accusations, une fois portées, étaient rarement annulées. Werner soupira lourdement. « Vous savez ce qu'il doit être fait, Klaus. Vous avez vous-même aidé à établir les règles après le retour d'Aldric. » Et de fait, Klaus savait. Dans les semaines qui suivirent le retour du couple soumis aux rituels impériaux, la communauté elle-même avait mis en place un système préventif d'autosurveillance, dans l'espoir désespéré qu'en se surveillant rigoureusement, elle pourrait éviter de nouvelles interventions directes des Carolingiens. Ce système incluait la pratique de ce qu'ils appelaient la confession préventive, confessio preventiva, une version locale et atténuée du rituel impérial auquel Hilda avait été soumise. Sans plus de protestation, Klaus marcha jusqu'au centre du cercle. Ses mains, fortes et calleuses par des décennies de travail avec le marteau et l'enclume, tremblaient légèrement. Il s'agenouilla sur le sol de terre battue et commença à réciter la formule devenue malheureusement familière ces dernières semaines. « Moi, qui suis indigne de la miséricorde impériale,
Je confesse devant mes pairs avoir nourri des pensées et possédé des objets contraires à la volonté de l'empereur et aux enseignements de la vraie foi. S'ensuivit une auto-accusation élaborée d'hérésie que Claus n'avait probablement jamais envisagée, de conspirations qu'il n'avait jamais fomentées et de pensées subversives qu'il n'avait jamais nourries. C'était l'essence perverse du système. La confession n'avait pas besoin de correspondre à des crimes réels, seulement d'établir publiquement la culpabilité de l'individu et de renforcer l'omniprésence du pouvoir impérial. La communauté avait appris, par la souffrance d'Aldric et d'Hilda, qu'il était préférable de confesser volontairement des crimes imaginaires plutôt que d'être officiellement accusé de transgressions réelles. Au terme de la confession, Werner s'approcha avec un petit récipient en céramique contenant un mélange de cendres, de vinaigre et d'herbes amères, une version locale de la substance utilisée dans le baptême du corps éveillé, mais suffisamment diluée pour ne causer qu'un inconfort temporaire au lieu d'une agonie prolongée. Avec ses doigts, il dessina sur le front de Klaus le monogramme impérial, le marquant symboliquement comme un transgresseur pénitent. « Pendant 7 jours, vous porterez cette marque, déclara Werner, sa voix ferme masquant le dégoût qu'il ressentait pour son propre rôle dans ce théâtre de soumission. Pendant ce temps, aucun membre de la communauté ne vous parlera au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Votre femme et vos enfants dormiront dans la maison commune. Vos repas seront pris seuls, après que tous les autres auront terminé. À l'aube et au crépuscule, vous réciterez publiquement votre confession sur la place centrale. » Les présents observaient en silence. Les visages impassibles, cachant un mélange complexe d'émotions. Le soulagement de ne pas être à la place de Klaus, la culpabilité de participer à la perpétuation du système, et la terreur toujours présente que, aussi diligemment qu'ils se surveillent, les véritables agents impériaux puissent arriver à tout moment pour mettre en œuvre des versions beaucoup plus sévères de ces rituels. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, pas même Werner, c'est que parmi les présents se trouvait Dietrich, l'un des yeux de l'empereur, recruté des mois auparavant lors d'un voyage à la ville marchande la plus proche. Dietrich observait les procédures avec une satisfaction cachée. Son rapport au superviseur régional soulignerait comment le village avait efficacement internalisé les mécanismes de contrôle, rendant les interventions directes inutiles. C'était le triomphe final du système carolingien, des communautés qui devenaient leurs propres geôliers, mettant en œuvre des versions locales des rituels de soumission de leur propre initiative, motivés uniquement par la peur de quelque chose de pire. Pendant ce temps, à 3 jours de voyage de là, dans la forteresse provinciale qui servait de centre administratif régional, une cérémonie d'une nature très différente était en cours. La salle principale du château avait été préparée pour ce que les documents officiels décrivaient comme le rituel d'élévation et d'intégration, ritus elevationis et integrationis. Les invités, tous membres de la noblesse carolingienne mineure ou représentant des élites locales cooptées, attendaient en silence expectant, disposés en demi-cercle autour d'un espace central où une basse estrade avait été érigée, couverte de tissu fin aux couleurs impériales. Les lourdes portes de chêne s'ouvrirent pour laisser entrer la figure imposante du comte Adalar, gouverneur provincial récemment nommé par l'empereur lui-même. À ses côtés marchait Radulf, ancien chef tribal germanique qui avait été l'un des premiers leaders locaux à accepter la domination carolingienne.
Au cours des 15 années depuis sa soumission initiale, Radulf avait progressivement gravi les échelons de la hiérarchie impériale, servant d'intermédiaire précieux entre les conquérants et les populations soumises, disposées à mettre en œuvre les politiques les plus sévères en échange de privilèges personnels. Ce qui était sur le point de se produire était l'un des rituels les plus insidieux de l'arsenal carolingien. L'incorporation formelle d'un leader natif au cercle intérieur du pouvoir impérial. Un processus qui exigeait la démonstration publique d'une soumission totale, non seulement politique, mais intime et intime. C'était essentiellement une cérémonie d'humiliation transformée en honneur, conçue pour garantir que même ceux élevés à des positions de pouvoir relatifs n'oublient jamais leur position fondamentalement subordonnée. Aujourd'hui, Préserve le comte Adalar, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Nous sommes témoins de l'élévation de notre loyal serviteur Radulf à la position de Vicarius Imperialis, avec autorité pour administrer la justice et percevoir les tributs au nom de l'Empire dans les terres orientales. Un murmure d'approbation polie parcourut l'assemblée. Radulf gardait le regard fixé droit devant lui, son visage un masque soigneusement composé. Il connaissait le prix de l'élévation qu'il était sur le point de recevoir, un prix qui lui avait été communiqué en privé des semaines auparavant, lui donnant le temps de considérer si la position et les privilèges compensaient ce qui serait exigé. Comme le veut la tradition, continua Adalar, celui qui est élevé doit d'abord démontrer sa soumission complète à la volonté impériale à travers le rituel du dépouillement volontaire. À son signal, 2 assistants s'approchèrent, portant un grand bassin d'argent contenant un liquide sombre et aromatique, un mélange de vin, d'herbes et de substances dont les noms n'étaient pas prononcés publiquement. Un autre assistant apporta un petit coffre en bois sculpté qui fut ouvert pour révéler un ensemble d'instruments délicats en argent et en ivoire dont le but exact n'était connu que des initiés au mystère de l'administration impériale. Ce qui suivit fut un rituel d'humiliation méticuleusement chorégraphié, au cours duquel Radolf fut contraint de consommer le mélange préparé, qui contenait des substances légèrement hallucinogènes pour faciliter la soumission psychologique, puis de se soumettre à une série d'actes symboliques qui représentaient l'abandon de son identité antérieure. Ses cheveux, portés longs selon la tradition de son peuple, furent coupés et brûlés dans un petit brasier. Ses vêtements traditionnels furent retirés pièce par pièce, chacun accompagné d'une récitation rituelle dans laquelle il renonçait à des aspects spécifiques de son héritage culturel. Le climax du rituel, la partie qui ne serait enregistrée dans aucun document officiel, mais qui constituait le véritable noyau de la cérémonie, impliquait l'application des instruments du coffre sur des parties intimes du corps, non pas pour causer une douleur extrême, mais pour infliger une forme d'humiliation qui serait mémorisée viscéralement à chaque moment d'intimité future. C'était une marque invisible, connue seulement de la personne marquée et de ceux qui l'appliquaient, symbolisant la pénétration du pouvoir impérial jusqu'aux recoins les plus personnels de l'existence. Au terme de cette partie du rituel, Radulf, désormais dans un état de conscience altéré en raison des substances ingérées, fut revêtu des vêtements officiels de sa nouvelle position, des tuniques richement brodées dans les styles carolingiens, complètement étrangères à sa culture native. Un anneau d'or avec le sceau impérial fut placé à son doigt, et un collier cérémoniel autour de son cou.
symboles externes d'un pouvoir qui, comme tous les présents le comprenaient implicitement, n'était qu'emprunté et conditionnel à sa soumission continue. « Levez-vous, Vicarius Imperialis » déclara finalement le comte Adalar, tendant la main pour aider Raduse à se relever. « Que votre loyauté envers l'Empire ne vacille jamais, tout comme notre confiance en vous restera inébranlable. » Les présents applaudirent poliment, beaucoup d'entre eux ayant subi des versions variées du même rituel lors de leurs propres ascensions. Le système se perpétuait ainsi. Ceux qui avaient été humiliés devenaient les humiliateurs, chaque strate de la hiérarchie impériale étant liée par des expériences partagées de dégradation qui créaient une forme perverse de solidarité. Et Radolphe, comme tous avant lui, mettrait désormais en œuvre les mêmes rituels sur d'autres, convertissant sa propre humiliation en pouvoir sur des subordonnés, dans un cycle continu de traumatisme institutionnalisé. Loin de là, dans un monastère isolé dans les montagnes qui marquait la frontière occidentale de l'Empire, une forme complètement différente de rituel de subjugation était en cours de développement et de raffinement. Le monastère de Saint-Cyprien n'apparaissait pas sur les cartes officielles et recevait peu de visiteurs. Officiellement dédié à la préservation de manuscrits anciens, son véritable but était bien plus sinistre. Il servait de laboratoire expérimental pour le développement de nouvelles techniques de contrôle psychologique dirigées par un groupe restreint de clercs ayant une formation à la fois théologique et médicale. Dans les profondeurs du complexe monastique, au-delà des bibliothèques et du scriptorium accessibles aux rares visiteurs, existait un réseau de chambres souterraines où les travaux spéciaux étaient menés. C'est dans ces chambres que ce qui allait être connu parmi les initiés sous le nom de procédure de dissolution de la volonté, processus dissolutionis voluntatis, était perfectionné. Ce matin-là, un nouveau sujet avait été amené dans les chambres. Magnus, un commerçant prospère d'origine franque qui avait commis l'erreur fatale de critiquer ouvertement la charge fiscale impériale croissante. Dans des circonstances normales, une telle transgression aurait entraîné des punitions conventionnelles, confiscation de biens, peut-être flagellation publique. Mais Magnus possédait de vastes connexions dans la communauté marchande internationale, ce qui en faisait un candidat idéal pour une forme de rétribution plus subtile, une qui non seulement le punirait, mais le transformerait en un instrument utile pour l'Empire. La pièce où Magnus fut conduit, ligoté et les yeux bandés, ne ressemblait pas à une chambre de torture conventionnelle. C'était un espace circulaire aux murs de pierre lisse, sans fenêtres, éclairé par des lampes à huile, positionnées de manière à créer des motifs spécifiques de lumière et d'ombre. Au centre, il n'y avait pas d'instrument de torture, mais une chaise confortablement rembourrée, conçue pour maintenir l'occupant dans une position spécifique pendant de longues périodes sans causer de gêne physique extrême. Le frère Séverin, principal architecte de la procédure, attendait patiemment pendant que les gardes positionnaient Magnus sur la chaise et attachaient ses bras et ses jambes avec des sangles de cuir souple, suffisamment fermes pour restreindre tout mouvement significatif, mais pas assez serrées pour causer de la douleur ou couper la circulation. Le bandeau fut retiré de ses yeux, révélant un homme d'âge mûr avec une expression de fureur et d'indignation. « Qu'est-ce que c'est ? Je suis un citoyen libre de l'Empire. J'exige de savoir de quoi je suis accusé, » protesta Magnus, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Séverin l'observa avec un intérêt clinique, comme un artisan évaluant la matière première avec laquelle il travaillerait.
Il n'y a pas d'accusation formelle, maître Magnus, répondit-il calmement. Vous êtes ici pour participer à un processus de réorientation spirituelle et cognitive. Votre collaboration facilitera grandement la procédure, mais elle n'est pas strictement nécessaire. Dans les jours qui suivraient, Magnus serait soumis à un régime méticuleusement conçu, combinant privation sensorielle, manipulation du sommeil, exposition à des stimuli soigneusement sélectionnés et ce que les documents du monastère décrivaient euphémistiquement comme une restructuration dialectique. Un processus d'interrogatoire prolongé conçu non pas pour extraire des informations, mais pour déstabiliser et finalement désintégrer les structures fondamentales de croyance et d'identité du sujet. La première étape, déjà en cours, était appelée la dissolution primaire. Magnus serait maintenu sur la chaise pendant des périodes croissantes. Initialement quelques heures, s'étendant finalement à des jours entiers. Pendant ce temps, il serait exposé à des récitations monotones de textes théologiques, entrecoupés d'affirmations contradictoires sur sa propre identité et son histoire personnelle. Périodiquement, ces récitations seraient interrompues par des sons de volume et de tonalité variables, des murmures presque inaudibles aux stridences assourdissantes, conçus pour empêcher son cerveau de s'adapter à tout schéma prévisible. Les repas et l'eau seraient fournis à intervalles irréguliers, ne permettant jamais à Magnus de développer un sens du temps qui passe. La nourriture serait délibérément insipide, mais contiendrait occasionnellement des substances amères ou extrêmement sucrées, créant une autre couche d'imprévisibilité sensorielle. La privation de sommeil serait mise en œuvre subtilement, ne permettant jamais de période de repos supérieure à 2 heures consécutives. La deuxième étape, la reconstruction dirigée, commencerait lorsque Magnus montrerait des signes constants de désorientation et de rupture cognitive. Généralement après 5 à 7 jours, bien que la période varie selon la résistance individuelle. À ce stade, Séverin assumerait le rôle d'encre cognitive, se présentant comme une source de stabilité et de clarté au milieu du chaos sensoriel et psychologique dans lequel Magnus serait plongé. À travers des conversations apparemment compatissantes, Séverin introduirait progressivement un récit alternatif sur l'identité et le but de Magnus, non pas comme un commerçant indépendant lésé par l'Empire, mais comme un serviteur loyal qui s'était temporairement égaré en raison d'influences extérieures maléfiques. Chaque petite acceptation de ce récit serait récompensée par des conforts modestes, un oreiller doux, un repas savoureux, quelques heures de sommeil ininterrompu, créant une association psychologique puissante entre conformité et soulagement. L'étape finale, la solidification, impliquerait la création d'une nouvelle identité complète, y compris des faux souvenirs implantés grâce à des techniques sophistiquées de suggestion développées par les moines au cours de décennies d'expérimentation. Au terme du processus, qui durerait environ 1 mois, Magnus non seulement accepterait son nouveau rôle d'agent dévoué de l'Empire, mais serait incapable d'accéder consciemment à ses souvenirs originaux ou à ses motivations antérieures. Lorsqu'il reviendrait finalement à sa vie antérieure, son réseau de contacts commerciaux resterait intact, mais serait désormais subtilement redirigé au service des intérêts impériaux. Il ferait régulièrement rapport à Séverin sur les conversations avec des marchands étrangers, identifierait les éventuels foyers de dissidence, préserverait occasionnellement de petites tâches spécifiques, modifiant légèrement les termes des contrats,
diffusant des rumeurs stratégiques ou influençant subtilement les décisions commerciales de manière à bénéficier à l'Empire. Le plus perturbant était que, contrairement aux victimes de tortures conventionnelles, Magnus ne développerait jamais de conscience de sa propre condition. Il croirait sincèrement en sa loyauté envers l'Empire, l'expérimentant comme un choix personnel librement fait et non comme le résultat d'une manipulation externe. Cette sincérité apparente rendait des agents comme lui infiniment plus précieux que des informateurs conventionnels qui portaient toujours le poids psychologique de leur propre trahison. Le frère Séverin contempla ces possibilités en observant Magnus dans ses premiers stades de résistance. Combien comme lui étaient déjà passés par ces chambres en ressortant transformés mais extérieurement identiques, pour retourner dans leur communauté comme des instruments involontaires de l'Empire? Les registres étaient tenus en codes élaborés, connus seulement de l'abbé et de Séverin, mais estimés qu'en 20 ans depuis la création du monastère, des centaines avaient été réorientés, avec un succès variable. Nous commencerons par un simple exercice de contemplation, dit Séverin d'un ton doux, s'asseyant sur un banc bas devant Magnus. Répétez avec moi. Mes pensées ne sont pas entièrement les miennes. Je refuse de participer à cette folie, protesta Magnus, essayant inutilement de se libérer de ses liens. Séverin sourit à peine. Comme vous voulez. Nous avons tout le temps du monde, maître Magnus, tout le temps du monde. À quelques kilomètres du monastère, dans un petit ermitage établi près d'une ancienne source considérée comme sacrée par les habitants pré-chrétiens de la région, un autre aspect du système de contrôle carolingien se manifestait de manière plus subtile. Là vivait sœur Hildegarde, une femme âgée dont la réputation de sagesse et de pouvoir de guérison attirait des pèlerins de toutes les régions environnantes. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'Hildegarde servait de ce que les documents secrets carolingiens décrivaient comme un réceptacle de confession, receptaculum confessionum, une agente spéciale dont le rôle était d'extraire des informations en manipulant la vulnérabilité spirituelle et physique de ceux qui recherchaient son aide. Sa position représentait l'une des innovations les plus sophistiquées du système, la cooptation et la perversion des traditions de guérison et de conseil spirituel pour servir les intérêts de la surveillance impériale. Cet après-midi-là, une jeune femme nommée Gertrude était arrivée à l'ermitage. Épouse d'un armurier qui fournissait des équipements à la garnison impériale locale, Gertrude souffrait d'une affection débilitante qu'aucun médecin n'avait pu diagnostiquer correctement. Douleurs articulaires, fatigue extrême et épisodes de confusion mentale qui allaient et venaient sans schéma apparent. « Venez, ma fille, dit Hildegarde doucement, conduisant la visiteuse à l'intérieur de la petite structure de pierre. L'espace était volontairement accueillant. Des herbes séchées pendaient du toit de chaume, un petit feu crépitait dans une cheminée centrale, et l'arôme d'encens soigneusement sélectionné créait une atmosphère de paix et de sécurité. « Dites-moi ce qui vous afflige. » Tandis que Gertrude décrivait ses symptômes, Hildegarde écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions apparemment triviales sur les habitudes de son mari, les personnes qui fréquentaient leur maison, les conversations qu'elle aurait pu entendre lorsque des visiteurs discutaient affaires avec lui. La technique était presque imperceptible. Intercaler des questions médicales légitimes avec de subtiles sondes de renseignement, le tout sous le couvert de soins holistiques.
Pour guérir le corps, nous devons d'abord comprendre l'esprit, expliqua Hildegarde, préparant une infusion d'herbe pendant qu'elle parlait. Et l'esprit est modelé par les gens qui nous entourent, par les mots que nous entendons, par les secrets que nous gardons. L'infusion qu'elle offrit à Gertrude contenait de véritables propriétés médicinales qui soulageraient temporairement ses symptômes. Mais elle incluait également une petite quantité de substances qui induisait un léger état de suggestibilité et de relâchement des inhibitions. Ce n'était pas différent, en principe, des techniques utilisées au monastère de Saint-Cyprien, simplement appliquées avec une subtilité infiniment plus grande et dans un contexte apparemment bienveillant. Maintenant, pendant que la médecine fait son œuvre, préserve Hildegarde, s'asseyant près de Gertrude et prenant ses mains dans les siennes. Parlons de ce qui pèse réellement sur votre cœur. Qu'entendez-vous quand les hommes rendent visite à votre mari pour discuter de leurs commandes? Quels noms sont mentionnés? Quels lieux? Quels plans? Et ainsi, sous le prétexte de la guérison spirituelle, une autre pièce d'information serait ajoutée au vaste puzzle de surveillance qui soutenait l'Empire carolingien. Hildegarde n'était pas une tortionnaire, ni même une interrogatrice au sens conventionnel. Elle était quelque chose de potentiellement plus dangereux, une figure de confiance dont le rôle était de convertir cette confiance en renseignements utilisables. Si une information de valeur significative émergeait de la conversation, elle serait codée en symboles apparemment innocents dans des lettres envoyées à un neveu dans un monastère voisin. En réalité, un point de collecte pour le réseau d'information impérial. Les pratiques de contrôle et de subjugation de l'Empire carolingien ne se limitaient pas aux territoires nouvellement conquis ou aux populations païennes. Le véritable génie du système résidait dans sa capacité à s'adapter à différents contextes culturels, sociaux et religieux, pénétrant même des communautés apparemment intégrées au tissu impérial depuis des générations. Dans la ville d'Argentoratum, ancienne colonie romaine désormais complètement absorbée par l'administration carolingienne, se manifestait l'une des formes de contrôle les plus insidieuses, le protocole de la lignée compromise, Protocolum Stirpis Compromissae. C'était un matin de printemps quand Roland, un prospère marchand de textiles d'une quarantaine d'années, reçut la visite qu'il craignait secrètement depuis plus d'une décennie. Deux hommes en costume civil discret, sans insignes officiels visibles, se présentèrent à sa porte. Il ne fut pas nécessaire qu'il s'identifie formellement. Roland reconnut immédiatement le comportement caractéristique, le regard pénétrant et évaluateur, la posture qui combinait une déférence sociale superficielle avec une autorité sous-jacente absolue. C'étaient des officiers de ce que les habitants appelaient à voix basse la chambre des lignages, Camera Stirpium, une institution non officiellement reconnue mais dont le pouvoir s'étendait aux recoins les plus intimes de la société. « Maître Roland, dit le plus âgé des visiteurs avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, nous sommes porteurs de nouvelles qui vous intéresseront certainement. Pouvons-nous entrer pour discuter de la question en privé ?» Ce n'était pas vraiment une question. Roland hocha silencieusement la tête, les conduisant au bureau à l'arrière de sa résidence, un espace normalement réservé aux négociations commerciales importantes. Son épouse Adeline, percevant la nature des visiteurs, se retire immédiatement dans les appartements supérieurs, emmenant avec elle les deux filles adolescentes du couple. Elle aussi connaissait le protocole non écrit. Quand de tels hommes apparaissaient, femmes et enfants devenaient invisibles.
Une fois installé, l'officier le plus âgé, qui se présenta simplement comme Thierry, tira de sa sacoche en cuir un parchemin scellé à la cire rouge, arborant un symbole qui n'était pas exactement le sceau impérial officiel, mais une variation subtile utilisée uniquement pour les communications de cette nature spécifique. Comme vous le savez, maître Roland, commença Thierry, sa voix adoptant le ton formel de celui qui récite un texte longuement répété. Le bien-être de l'Empire dépend de la pureté et de l'intégrité de ses lignées familiales, en particulier celles qui occupent des positions d'influence économique ou sociale. Roland garda une expression soigneusement neutre, mais son estomac se contracta douloureusement. Il savait exactement ce qui allait suivre. Lors d'une révision routinière des registres familiaux de la région, continua Thierry, certaines irrégularités ont émergé concernant l'ascendance de votre vénérable maison. Il marqua une pause étudiée, observant attentivement la réaction de Roland. Plus précisément, il existe des preuves suggérant que votre grand-père maternel, Sigismond de Colmar, pourrait avoir une ascendance saxonne non déclarée, potentiellement liée à des éléments qui ont résisté à la christianisation appropriée. L'accusation était présentée comme une découverte bureaucratique, mais ses implications étaient dévastatrices. Dans les territoires pleinement intégrés de l'Empire, l'identité ethnique était rarement mentionnée ouvertement comme un facteur de discrimination, contrairement aux frontières où la distinction entre conquérants et conquis restait explicite. Au lieu de cela, le système opérait à travers ce mécanisme oblique d'irrégularité généalogique, toujours lié à des insinuations d'impureté religieuse ou de déloyauté historique. Naturellement, poursuivit Thierry, de telles questions de lignage sont complexes et souvent sujettes à interprétation. La Chambre des lignages existe précisément pour offrir une clarification dans de telles circonstances. Son jeune compagnon, qui était resté silencieux jusque-là, ouvrit un second dossier en extrayant un document différent, celui-ci sans sceau officiel d'aucune sorte. « Ceci est un protocole de régularisation de lignée », expliqua-t-il, tendant le document pour que Roland puisse en examiner les termes méticuleusement calligraphiés. Grâce à lui, toute ambiguïté concernant votre ascendance peut être officiellement résolue, permettant à votre famille de maintenir son statut actuel et les privilèges associés. Roland savait parfaitement lire, mais il permit à l'officier d'expliquer les termes quand même, gagnant du temps pour contrôler sa respiration et le tremblement naissant dans ses mains. Le document n'était pas une nouveauté pour lui. D'autres marchands avaient subi le même processus, bien que le sujet ne fût discuté que lors de conversations extrêmement privées, souvent facilitées par des quantités significatives de vin. Les termes étaient toujours les mêmes, ne variant que dans des détails spécifiques. En substance, le protocole de régularisation exigeait 3 formes de compensation: financière, informationnelle et ce qui était euphémistiquement appelé une contribution biologique à la purification linagère. La compensation financière était directe, une substantielle taxe de traitement administratif, généralement équivalente à environ 1/5 du patrimoine total de l'individu. Ce n'était pas techniquement une confiscation, mais un investissement dans des projets impériaux spécifiques qui n'étaient jamais clairement identifiés. Le volet informationnel exigeait que Roland devienne un informateur régulier, rapportant les activités commerciales, les connexions et les conversations privées de ses collègues marchands, en particulier ceux ayant des contacts dans les régions frontalières ou les royaumes étrangers. C'était cependant la 3e exigence qui rendait le protocole particulièrement perturbant.
Le texte utilisait un langage délibérément opaque, se référant à des contributions au renforcement de la pureté lignagère par l'incorporation supervisée à des lignées vérifiées. En pratique, cela signifiait que des membres féminins de la famille, généralement des filles, parfois des épouses, seraient incorporés dans des programmes de mariage arrangés avec des familles de lignée carolingienne pure vérifiées. Souvent des hommes beaucoup plus âgés, occupant des postes administratifs intermédiaires, qui utilisaient ce système pour acquérir de jeunes épouses issues de familles marchandes prospères. L'aspect le plus insidieux était que ces unions étaient présentées non pas comme une punition, mais comme un privilège, une opportunité d'élever la famille concernée par des liens avec des lignées plus prestigieuses. Les jeunes femmes seraient envoyées pour des périodes préparatoires dans des institutions spéciales où elles apprendraient l'étiquette appropriée et, plus important encore, recevraient un endoctrinement intensif pour accepter leur rôle de purificatrice de la lignée familiale. Compte tenu de votre position respectable dans la communauté et de votre historique de contributions au bien-être économique régional, conclut Thierry, la Chambre des lignages est prête à vous offrir des termes particulièrement généreux. Une seule de vos filles serait requise pour le programme d'incorporation lignagère, avec la possibilité d'une union avec la famille du conseiller régional du commerce lui-même, un honneur exceptionnel, assurément. Roland garda son expression composée avec un effort surhumain. Il savait qu'il n'y avait pas de véritable choix. Refuser le protocole de régularisation signifierait non seulement la ruine financière par des impôts spéciaux soudainement découverts ou des contrats impériaux annulés, mais aussi à terme des accusations plus graves, hérésie, trahison ou le toujours utile comportement préjudiciable à l'ordre impérial, qui pourrait entraîner la confiscation totale des biens et l'exil, voire l'exécution. La Chambre est très généreuse, répondit-il d'une voix soigneusement modulée. Naturellement, j'aurais besoin de quelques jours pour organiser les ressources financières nécessaires et préparer ma famille à l'honneur accordé. Thierry sourit avec une satisfaction professionnelle. Certainement, nous reviendrons dans 5 jours pour finaliser les arrangements. D'ici là, cette affaire reste, évidemment, strictement confidentielle. Lorsque les officiers partirent, Roland resta immobile dans son bureau de longues minutes, contemplant l'ampleur de ce qui venait de se produire. Le plus cruel était la manière dont le système transformait ce qui était essentiellement de l'extorsion et de la traite humaine institutionnalisée en un processus administratif banal, presque routinier. Il n'y avait pas de torture physique spectaculaire ou d'humiliation publique, seulement cette violence bureaucratique froide présentée comme une procédure de gouvernance régulière. Dans d'autres régions de l'Empire, le contrôle des populations se manifestait par des mécanismes encore plus ingénieux et perturbants. Dans les anciennes terres lombardes du nord de l'Italie, désormais pleinement incorporées au domaine carolingien, la tradition locale des patrons familiaux et des célébrations communautaires avait été méticuleusement cooptée et transformée en un instrument de surveillance sociale connu sous le nom de système des cercles observants, Systema Circulorum Observantium. Dans la petite ville de Vérone, les préparatifs de la fête de Saint-Zénon, patron local, étaient en cours. En apparence, les célébrations semblaient préserver d'anciennes traditions lombardes, avec des processions, des banquets communautaires et des représentations théâtrales religieuses. Mais sous cette façade de continuité culturelle, une transformation profonde avait eu lieu.
Sur la place principale, des artisans travaillaient à la construction de ce qui était connu comme le cercle de la communion, Circulus Communionis, une structure temporaire circulaire d'environ 30 pas de diamètre. Le cercle était divisé en segments concentriques, préserver différents niveaux de statut social et de proximité au pouvoir impérial. Au centre serait positionnée la chaise de l'observation, Cathedra Observationis, ostensiblement réservée aux représentants épiscopales, mais qui en pratique serait occupée alternativement par des officiers administratifs carolingiens pendant les 3 jours de festivités. Giancarlo, maître charpentier responsable de la construction, travaillait avec une expression sombre. Comme de nombreux artisans locaux, il avait été instruit sur certains aménagements qui devaient être incorporés discrètement à la structure. Sous la direction d'un fonctionnaire impérial qui s'identifiait simplement comme consultant architectural, il installait une série de petits trous et ouvertures dans les cloisons décoratives, positionnés stratégiquement pour permettre à ceux du centre d'observer les participants des cercles extérieurs sans être remarqués. Plus perturbant encore étaient les bancs qui entouraient le périmètre extérieur de la structure. Suivant des instructions spécifiques, Giancarlo avait construit chaque siège avec une petite cavité cachée sous le rembourrage, contenant un mécanisme simple mais ingénieux. Lorsqu'il était pressé par le poids d'une personne assise, le mécanisme enregistrait subtilement dans le bois en dessous combien de fois l'occupant se levait et se rasseyait pendant les cérémonies. Cette donnée apparemment triviale serait ensuite analysée par des experts impériaux en comportement. Des levers fréquents lors de mentions de l'autorité impériale ou de bénédictions épiscopales étaient interprétés comme des indicateurs possibles d'inconfort ou de résistance psychologique. Les bancs de la section nord sont prêts pour l'installation des dispositifs spéciaux, informa Giancarlo au superviseur à voix basse, évitant de mentionner la nature exacte de ces dispositifs. De petits récipients en céramique contenant des substances aromatisées qui seraient positionnés sous des sièges spécifiques, généralement désignés pour des individus sous surveillance particulière. Les arômes, imperceptibles pour l'occupant, étaient formulés pour induire de subtiles altérations psychologiques, légère anxiété, suggestibilité accrue ou léthargie selon la composition spécifique. Le système des cercles observants s'étendait bien au-delà de la structure physique temporaire. Les festivités elles-mêmes avaient été progressivement modifiées au fil des décennies pour intégrer des éléments de contrôle psychologique et d'extraction d'informations. Le vin communautaire traditionnel distribué lors des banquets était désormais subtilement dosé avec des substances qui réduisaient les inhibitions et augmentaient la loquacité. Les confessionnaux temporaires établis pour l'occasion, une innovation apparemment pieuse introduite par l'administration carolingienne, étaient construits avec des propriétés acoustiques spécifiques qui permettaient aux conversations d'être surveillées par des scribes cachés. Peut-être l'élément le plus insidieux était le chœur des enfants bénis, Chorus Puerum Benedictorum, une tradition apparemment innocente où des enfants locaux, après des mois de répétition dans une école spéciale établie par le clergé impérial, présentaient des chants et des récitations pendant les festivités. Ce que les parents ne savaient pas, c'est que, pendant cet entraînement, les enfants étaient subtilement interrogés sur les conversations et les comportements observés dans leur foyer, en utilisant des techniques sophistiquées de questionnement indirect développées par des experts psychologiques au service de l'Empire.
Les informations ainsi collectées aboutissaient rarement à des arrestations ou des punitions directes. Cela serait contre-productif, révélant le véritable but du système. Au lieu de cela, elles alimentaient un vaste fichier de connaissances sur la population locale, permettant des interventions précises et personnalisées lorsque nécessaire. Un commerçant identifié par ce système comme potentiellement mécontent pouvait soudainement se voir accorder une réduction fiscale temporaire ou un contrat impérial lucratif, neutralisant le mécontentement avant qu'il ne se cristallise en résistance active. Cette approche, combinée surveillance occulte avec manipulation psychologique subtile et occasionnelle récompense stratégique, représentait la forme la plus avancée du contrôle carolingien, mise en œuvre principalement dans des régions considérées comme pleinement pacifiées, mais toujours avec un potentiel latent de résistance culturelle ou économique. Pendant que des préparatifs similaires avaient lieu dans des dizaines de communautés à travers l'Empire, au cœur d'une forêt reculée à la frontière orientale, une scène très différente se déroulait. Un groupe de 7 individus se déplaçait silencieusement parmi des arbres anciens, suivant des sentiers invisibles pour des yeux non entraînés. C'étaient des membres de ce que l'administration impériale classait comme le culte de la mémoire ancienne, Cultus Memoriae Antiquae, un réseau clandestin dédié à la préservation des connaissances et pratiques pré-chrétiennes. La chef du groupe, une femme d'âge mûr qui avait adopté le nom de Freya en hommage à la déesse nordique, avait été autrefois Adalaïde, fille d'un administrateur carolingien de niveau intermédiaire. Sa transformation avait commencé 15 ans qu'auparavant, lorsque, travaillant comme scribe assistante à la bibliothèque épiscopale, elle avait découvert par hasard des documents détaillant les techniques impériales de manipulation psychologique et de contrôle social. Le choc de cette révélation l'avait amenée à remettre en question tout ce qu'elle savait sur l'Empire qu'elle avait fidèlement servi, s'enfuyant finalement pour rejoindre les derniers pratiquants des traditions anciennes qui survivaient aux marges du monde carolingien. Le groupe s'approchait maintenant de ce qui ne semblait être qu'une formation rocheuse naturelle, partiellement couverte d'une végétation dense. Freya fit un geste subtil et ses compagnons se dispersèrent en un périmètre défensif pendant qu'elle inspectait soigneusement la zone environnante. Satisfaite de n'avoir pas été suivie, elle pressa une séquence spécifique de points presque imperceptibles sur la surface rocheuse, révélant l'entrée d'une chambre souterraine, l'un des nombreux réceptacles de la mémoire, repositoria memoriae, établis par le réseau dans des lieux reculés à travers l'Empire. L'intérieur de la chambre était étonnamment sophistiqué. Des murs renforcés de bois traité pour résister à l'humidité, des systèmes de ventilation discrets et, plus important encore, des étagères contenant des dizaines de récipients en céramique hermétiquement scellés. Chaque récipient abritait des parchemins ou des tablettes de cire contenant des connaissances interdites. Non seulement des textes religieux païens, mais une documentation méticuleuse sur les techniques de contrôle psychologique utilisées par l'Empire. « Nous avons apporté plus d'informations » annonça Freya à la gardienne de la chambre, une femme âgée qui quittait rarement le refuge souterrain. Des détails sur un nouveau rituel mis en œuvre dans les terres lombardes, quelque chose appelé le système des cercles observants. L'ancienne acquiesça gravement, désignant une table de travail où Freya pourrait transcrire les informations apportées. C'était le véritable but du culte de la mémoire ancienne,
Non seulement préserver les traditions religieuses pré-chrétiennes, comme le croyaient les autorités impériales, mais documenter méticuleusement les mécanismes de contrôle carolingiens eux-mêmes, créant une archive secrète qui, espérait-il, permettrait finalement de développer des contre-mesures efficaces. Nous ramenons également un rescapé, continua Freya, faisant signe à l'un des plus jeunes membres du groupe de s'approcher. C'était un jeune homme d'environ 20 ans, au regard hébété et au mouvement hésitant caractéristique de ceux qui venaient d'être libérés de processus intensifs de manipulation psychologique. Il était dans la phase finale de préparation au monastère de Saint-Cyprien. Nous avons réussi à intercepter le transport avant que le conditionnement ne soit complet. L'ancienne examina le jeune homme d'un regard expérimenté et compatissant. « La procédure spécifique ?» demanda-t-elle. « Dissolution de la volonté, 3e étape », répondit Freya. « Mais nous avons interrompu avant la phase de consolidation mnémanique. Nous croyons que la récupération est possible. » Le jeune homme serait le 12e individu que le groupe tenterait de déprogrammer en utilisant des techniques développées au fil d'années d'expérimentation minutieuse. Le processus était lent et souvent seulement partiellement réussi, mais chaque cas fournissait des informations précieuses sur les méthodes impériales et les contre-mesures possibles. « Il y a plus, » dit Freya, sa voix prenant un ton d'urgence contenue. Nous avons confirmé des rumeurs concernant un nouveau centre de développement à Fulda. Il l'appelle l'Académie de l'harmonie sociale, Academia Harmoniae Socialis. Mais des sources fiables indiquent qu'il s'agit d'un laboratoire pour des techniques encore plus avancées de manipulation cognitive à grande échelle. L'ancienne pâlit visiblement. Les rumeurs sur les champs de la Concorde sont donc vraies ? Freya acquiesça sombrement. Apparemment, il développe des séquences musicales spécifiques qui, lorsqu'elles sont exécutées lors de cérémonies publiques, induisent des états émotionnels prévisibles chez de grands groupes. Combinées à des serments structurés d'une manière particulière, elles peuvent potentiellement implanter des concepts et des orientations comportementales dans des populations entières simultanément. Ce que Freya décrivait représentait l'apogée des ambitions du système de contrôle carolingien, transcender la nécessité de manipulation individuelle ou de petits groupes pour exercer une influence psychologique à l'échelle de la population. Les expériences à Fulda, menées sous la supervision directe de théologiens et de médecins de la cour impériale, cherchaient à synthétiser des connaissances anciennes sur la musique et la rhétorique, avec des découvertes récentes sur la physiologie humaine et le comportement collectif. Des documents internes, dont certains avaient été interceptés par le réseau de Freya via des agents infiltrés, décrivaient l'objectif final comme l'harmonisation cognitive populationnelle, harmonisatio cognitiva populationis, un état dans lequel des communautés entières pourraient être amenées à accepter de nouvelles politiques, impôts ou restrictions, non pas par la contrainte explicite, mais par une altération subtile et coordonnée des perceptions collectives. Nous avons besoin de plus d'informations sur cette académie, décida l'ancienne après une longue réflexion. Et, plus important encore, nous avons besoin d'échantillons de ces séquences musicales pour développer des protections. Freya hésita brièvement. Infiltrer Fulda sera extrêmement dangereux. La sécurité est beaucoup plus stricte qu'à Saint-Cyprien ou dans d'autres centres que nous avons documentés auparavant. Pas d'alternative, répondit l'ancienne avec détermination. Si ces techniques sont perfectionnées et mises en œuvre à grande échelle,
Elle laissa la phrase inachevée, mais l'implication était claire. Il ferait face non seulement à la suppression continue des traditions anciennes, mais potentiellement à la fin de la possibilité même de résistance future, avec des populations entières conditionnées à accepter leur propre asservissement comme une harmonie sociale souhaitable. Tel était le véritable visage du système de contrôle carolingien à son apogée. Non pas une simple domination par la force militaire ou même la terreur psychologique individualisée, mais une aspiration à une forme de pouvoir si subtile et pénétrante que ses victimes ne percevraient jamais leurs propres conditions de subjugation. Les pratiques intimes perturbantes documentées par Freya et ses compagnons ne représentaient pas seulement des atrocités isolées, mais des composantes d'un système intégré et évolutif qui menaçait de transformer la nature fondamentale de la société européenne pour des générations. Ainsi demeurent dans l'ombre de l'histoire les traditions intimes perturbantes de l'Empire carolingien. Des rituels tels que la marque cachée, le trône de la réminiscence, le baptême du corps éveillé et la procédure de dissolution de la volonté furent créés pour soumettre non seulement les corps, mais les esprits et les âmes de populations entières. La véritable horreur ne résidait pas seulement dans la douleur physique, mais dans la sophistication calculée avec laquelle il détruisait les identités, transformait les victimes en complices et effaçait les traces de leur propre existence des registres officiels. Que feriez-vous si vous découvriez que votre propre communauté a été manipulée pendant des générations, avec des souvenirs collectifs implantés pour remplacer la vérité historique? Dans nos chroniques, vous trouverez d'autres récits tout aussi sombres sur les secrets cachés que les pouvoirs dominants ont toujours tenté d'enterrer. Nous vous remercions de votre attention. Les ombres du passé ne disparaissent jamais complètement. Elles attendent simplement, patiemment, d'être reconnues.